Bonsoir. Ce jeudi, nous recevons Eugène Ekeke, qu'on ne présente plus, ancien lion indomptable, ancien professionnel qui a évolué dès les années 1982 en France, mais aussi en Belgique, qui, après sa grosse carrière, il est finaliste, ou du moins quart de finale de la Coupe du Monde avec les Lions, vous le savez, après sa grosse carrière, s'est reconverti dans la formation des jeunes. Mais au-delà, il a encadré un certain nombre de jeunes footballeurs, et puis depuis, dans l'analyse, dans le commentaire, c'est quelqu'un qui, de près ou de loin, suit le football camerounais, d'assez astucieux. Il a d'ailleurs également essayé d'intégrer les instances de gestion. Je crois savoir qu'il avait été, du moins, candidat pour être délégué au niveau des assemblées générales à une certaine époque. Bref, Eugène Ekeke est aussi passé par la normalisation, vice-président à une certaine époque, de maître Happy, c'est dire que c'est quelqu'un qui... Iya Mohamed. Iya Mohamed, pardon. C'est quelqu'un qui a une connaissance assez poussée de notre football, que ce soit dans la gestion technique ou même des questions administratives. Mais ce soir, avec lui, on voudrait s'attarder sur un aspect qu'on ne relève pas beaucoup, ou du moins dans ce climat assez parlant entre les acteurs du football. On va essayer d'interroger ou d'interpréter, de décrypter la marque Brice. Tiens, Marc Brice, c'est le nouvel entraîneur des Lions, du moins. Il a déjà fait 2 matchs avec l'équipe nationale. Il est arrivé dans un climat assez bruyant, je veux dire, en avril dernier pour prendre l'équipe nationale de football. On parle très peu de son système de jeu, de sa technique, de sa philosophie, de sa vision. On en a besoin ce soir, mais surtout, comment intégrer tout cela dans la philosophie du football camerounais, de la direction technique nationale au sommet, qui sait peut-être on fait l'inverse, de la base au sommet, pour voir si tout cela correspond au potentiel du football camerounais. Eugène Ekeke, bonsoir. Bonsoir, M. Pita. Merci d'avoir accepté cet échange, qu'on souhaite un peu différent, hein, je l'ai dit, de toute l'ambiance qui est autour du football. C'est effectivement de comprendre la philosophie de Marc Brice. D'entrée, avant peut-être de rentrer dans les spécificités, puisqu'on va regarder quelques séquences de matchs, si vous regardez ces 2 derniers matchs, vous dites c'est l'homme qu'il faut en comparaison au potentiel, aux attentes sur le plan alléchant du jeu. On aimerait que notre équipe joue de façon agréable, mais aussi en termes de résultats. Oui, je pense qu'on est obligé, si on veut être objectif et qu'on se comprenne bien, d'accord, d'analyser de manière un peu avec une dynamique. Je peux même reprendre à Hugo Boss. Parce que Hugo Boss gagne la CAN. Oui. Mais cette CAN n'est pas célébrée comme il se doit. Parce qu'elle est frappée pour le Camerounais Exact. de l'absence de la manière. Et d'ailleurs, Hugo Boss, bien que champion d'Afrique, va être remercié. Je pense qu'il va s'en suivre Sidoff et Kluivert. Après l'Égypte, Sidoff et Kluivert sont remerciés. Exact. Mais il faut dire que chaque fois qu'on prend un entraîneur, parce que disons que le football, bien qu'il soit un jeu, est de plus en plus rationnel et a des exigences de rationalité. Que ce soit pour le joueur, si tu ne sais pas diriger aujourd'hui ta carrière dans le temps, tu n'as pas une réflexion, tu n'as pas une rationalité, tu ne peux pas faire carrière, tu ne peux pas être performant et tu ne peux pas durer dans le temps. Et du coup, beaucoup de joueurs sont passés à côté de leur carrière comme ça. Si tu es président de club et que tu n'as pas la rationalité, ton club est voué à l'échec. Si tu es entraîneur et que tu n'as pas la rationalité, vraiment, tu ne peux pas avoir de bons résultats. Tu peux pas. Pareil, que ce soit une fédération, que ce soit un État à travers son ministère de sport. Autrement, il faut avoir une vision, il faut avoir une analyse, il faut répondre à une certaine rationalité. Chaque grande compétition est un moment d'évaluation. Exact. Si c'est en Afrique, si c'est la Coupe du Monde, les grandes nations africaines, je dirais au-delà des continents, se rencontrent et en quelque sorte se jaugent. Chacun dit au monde entier ce que je vaux en ce moment. Et avant d'arriver là, il y a toute une préparation. Et autrement dit, ces entraîneurs, ces pays, et surtout les entraîneurs, parce que c'est eux qui sont les premiers acteurs, les grands acteurs, ils viennent nous montrer
ce qu'ils ont préparé. Ils viennent montrer au monde entier ce qu'ils ont préparé. Absolument. Et là, c'est comme parfois, je suis dans une chorale et nous avons des moments où les maîtres de chant préparent leur chant et viennent les présenter le jour de ces rencontres particulières. Et quand ils rentrent en scène, quand ils commencent, tout le monde se tait et on dit « écoutons tel grand maître ». Et on écoute silencieusement. À la fin, si le niveau est bon, c'est une grande ovation. Donc, ces compétitions internationales ont un peu ce rôle. Tous les 4 ans, les nations viennent montrer au monde entier ce qu'elles ont préparé, l'évolution, ainsi de suite. Et ça reflète la philosophie de jeu et même de l'organisation que le pays veut présenter au monde. Voilà. Et si le résultat vient, ça veut dire que c'est certainement la meilleure équipe du monde. Voilà. Et effectivement, ça veut dire qu'il y a eu le bon travail. Exact. Ou alors, le résultat peut ne pas être à la hauteur, mais il y a des promesses. Exact. Et on dit, on continue. Même l'Allemagne est passée par là, les Canadiens sont passés par là, le Brésil est passé par là. À un moment donné, le Brésil ne gagnait rien. Et rappelez-vous, à partir de 2002, quand le Brésil se relance, je pense que Albert, avec un entraîneur qui dit, c'était Sachi. Et il dit, changeons de philosophie. Arrêtons avec le football samba. Ça fait un moment qu'on ne gagne rien. Et là, il a revu les choses, il a mis la rationalité. Et quand le Brésil gagne la Coupe du Monde 2002, avec les 3 R surtout, le Brésil a la meilleure défense. Presque la meilleure attaque même, pratiquement. Parce que là, en analysant l'évolution du football, on est rarement champion. Les 3 R, Ronaldo, Roberto Carlos et Romario, c'est ça? Voilà. Alors, ce qui fait que là, il constate que le football a évolué. Tu ne peux pas gagner aujourd'hui si tu ne te défends pas bien. Absolument. Et quel que soit le championnat, le champion a souvent la meilleure défense, nous se rapproche de la meilleure défense et se rapproche également de la meilleure attaque. Absolument. Donc, le football brésilien a été obligé de se remettre en cause. Et chaque fois, on doit faire cette évaluation à l'issue d'une compétition. Je dis donc, si je reprends sur le Cameroun, en 2017, on fait le bilan, on a gagné la CAN, mais les responsables, les commanditaires ont estimé que ce n'était pas satisfaisant. Donc, on a changé Hugo Boss, Kluivert est arrivé, celui qui est parti à la CAN en Égypte en 2019. Ça ne s'est pas bien passé, les résultats n'ont pas été concluants. Lui également a été remercié. On est arrivé dans l'ère... comment il s'appelle encore? Rigo? Non, pas Rigo. Conceição. Conceição. Et quand on sort de la CAN, parce qu'on a fini 3e. Exact. En plus, rappelons-nous du match, le Burkina Faso, c'est parce que le Burkina Faso nous mène pratiquement 2-0 à la mi-temps. Exact. Bon. Et il y a eu un brossé d'Ario, on s'en sort. Bon, mais le problème, la question se pose. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on a tendance à avoir le déni, faire le déni de l'échec. L'échec est toujours catastrophe, mais vous voulez dire qu'il y a des échecs qui peuvent être des signes positifs. Voilà, c'est là que l'analyse est importante. C'est là que l'analyse est importante. Il faut avoir des raisons pour changer, des raisons objectives. Et après une analyse, donc quand Conceição arrive, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on attend de lui et quelle est la philosophie. Il arrive après la CAN à domicile. La question se pose. Il y a d'ailleurs une divergence de point de vue. La fédération veut changer Conceição. Le ministère estime qu'on doit lui donner une nouvelle chance. Finalement, comme ça se passe, on est dans la décision est prise au plus haut niveau, entre parenthèses, de haute instruction. Et Conceição donc part. Rigobert arrive dans une nouvelle. Dans un nouveau cycle, dans un nouveau pari, est censé devenir dans un nouveau projet. D'accord. Mais avant peut-être pour ce sujet, je voulais d'abord corriger. J'ai dit vice-président de normalisation, vous étiez plutôt vice-président en FECAFOOT, sur Iya Mohamed, c'est bien cela? C'était une forme de normalisation, c'était la cellule d'exécutif provisoire. En 98-2000, ah d'accord. Voilà, c'était une forme de normalisation.
Voilà. Bon, je voulais juste corriger. Suite à la... Je pense que... Au départ de Vincent Onana. Vincent Onana. Et les difficultés qu'il a eues. Je voulais corriger. En fait, je voulais donner l'information précise. Mais cela dit, pour revenir, pour être dans le schéma que vous décrivez, ça veut dire qu'en amont du recrutement d'un entraîneur sélectionneur, ce qu'on veut, il faut qu'on ait une vision. Il faut qu'on ait une logique. Il faut qu'il y ait un travail qui a été défini, qui imagine la structuration de notre football, l'accompagnement des jeunes jusqu'au sommet. Voilà. Effectivement, c'est-à-dire qu'à l'issue de chaque compétition, ou pendant chaque compétition, une direction technique vraiment, je dirais, digne de ce nom, mobilise ses cadres pour analyser les tendances, pour analyser la compétition, et à l'issue de cette compétition, on dégage les tendances et on dégage des pistes de travail avec ce qu'on appelle une politique technique. Et en ce qui concerne l'équipe même, on regarde qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Et suite à ces analyses, que donc on va trouver des solutions, des corrections, et on part éventuellement sur un nouveau projet. Donc quand on ne prend pas l'entraîneur par hasard, on constate les défauts de l'équipe, on regarde qui a le profil pour remédier et pour nous donner des meilleures perspectives. Donc autrement dit, quand donc Rigaud vient, bon, tout cela n'est pas clarifié parce qu'effectivement, on s'arrête au changement de nom. Exact. Alors que toute l'analyse qui doit être faite derrière, je dirais, toute réflexion qui doit être derrière, et je dirais, l'orientation par rapport à la perspective, par rapport à l'avenir. Parce que, vous savez, une équipe, ça ne se prépare pas. Cette formation est importante parce que, par exemple, les jeunes qui doivent jouer la Coupe du Monde dans 4 ans aujourd'hui, ils ont 18 ans peut-être. Absolument. Ils ont 17 ans. Donc ils sont en train d'être formés. Donc on est censé être au travail pour préparer cette génération-là. Bon, Rigaud, si on continue, la Coupe du Monde ne se passe pas. En l'autre temps, vous dites que généralement au Cameroun, le débat qui est fait est périphérique, parce que je me souviens, on peut se souvenir qu'à l'époque, à l'arrivée de Rigaud, le discours était il faut un entraîneur local. C'est un débat périphérique. Mais ce n'est pas incompatible. Un entraîneur local qui a quel profil, pourquoi faire? D'accord. Le problème qui se pose, c'est que même les entraîneurs locaux, il y a différents profils. Il y a des kamikazes, il y a des gens qui sont des formateurs, il y a des gens qui sont qui ont une certaine philosophie de jeu, etc. Bon, donc autrement dit, le problème n'est pas de sortir un entraîneur national ou étranger. Le plus important, c'est quel profil, pour quelle politique, pour nous amener où. Exact. Rigaud arrive donc, tout n'est pas clarifié. Il vient, et dans la continuité, entre parenthèses, quand le président dit on part à la Coupe du Monde pour gagner la Coupe du Monde, bon, supposons que c'était pour galvaniser, parce que ce n'est pas un objectif sérieux. Exact. On regarde du potentiel, on est conscient. Voilà. Si on passe le premier tour, c'est une bonne chose. Si on arrive en quart de finale, c'est une très très bonne chose. Bon, malheureusement, on sort au premier tour. Donc on peut considérer que c'est un échec. Bon, mais on dit, on continue. On continue donc parce qu'on a une autre chance derrière, qui est la CAN. La CAN se passe aussi comme ça s'est passé. Je pense que tous les Camerounais n'étaient pas fiers. Il n'y a pas un seul Camerounais qui était fier. L'exemple type même, c'est le discours du président de la République. Absolument. Donc il dit... Le 10 février 2024. Voilà, que je ne suis pas content, vous n'êtes pas content, je sais que vous n'êtes pas content, en dépit des moyens qui sont mobilisés, on n'a pas de résultats, etc. Donc il faut s'arrêter et passer à autre chose, à un autre cycle. Donc Rigaud, on dit à Rigaud, bon, ok, on va vers autre chose, vers un nouveau projet. Parce que Rigaud, il parlait La reconstruction. Voilà, reconstruction. Bon, mais il y a quelqu'un d'autre, donc on est censé trouver un entraîneur capable de la accompagner. Si c'est la reconstruction, c'est la reconstruction. Bon, qui a le profil? On a passé beaucoup de temps, et finalement on en apprend un, alors que les périodes FIFA, les autres l'ont fait relativement vite, et ils sont passés sur un nouveau projet. L'Algérie par exemple, bon, nous on a tergiversé. Finalement, on prend un entraîneur. Cet entraîneur arrive, il n'a plus de période FIFA.
Donc il ne peut pas essayer quoi que ce soit, Exact. tester même sa philosophie du jeu, etc. Et il a donc, il arrive, il fait ce qu'il doit faire, dans la marge qui lui est impartie. Exact. Et là donc, un match contre Le Cap-Vert d'abord. Cap-Vert À Yaoundé. et contre l'Angola. Bon, au-delà du résultat, puisqu'il n'y a pas eu une réflexion publique, on ne sait pas quel est son profil, où il est capable de nous amener. On ne sait pas les tenants, les aboutissants, sur quel critère il a été recruté, etc. Vous comprendrez donc que pour un observateur averti, pour nous qui observons, qui suivons et qui savons comment ça doit marcher, ces matchs-là, on voulait un indicateur capable de nous faire espérer, en disant que la perspective peut être bonne ou on est mal parti. Donc, autrement dit, ce match, c'est comme on va dans un concert, on attend l'entrée de l'artiste. Quand il rentre, quand on se tait d'abord pour... Le sentir. Voilà. Donc moi j'avais ce silence. Je voulais voir à quoi ça allait ressembler. Mais tout en sachant que l'environnement et je dirais toute l'atmosphère qui a précédé devait lui donner les circonstances atténuantes. Parce qu'il n'a pas le temps de préparation. Toute la cacophonie qu'il y avait autour, etc. C'était un contexte difficile que tout esprit logique aurait pu penser que c'est assez inhibiteur pour qu'il ne puisse pas donner toute sa dimension. Et en 4 jours, quand même, Ça avait été, les Camerounais ont retrouvé le bonheur que le football leur donnait. Quel Camerounais n'était pas fier? Est-ce qu'il y a un Camerounais qui n'était pas fier? vous avez eu le sentiment qu'il y a une sensation de jeu? Il y a eu Maintenant, je suis d'abord en termes d'émotion. un plaisir. En termes d'émotion. C'est-à-dire que le football, on est un peuple de football. Et le football, c'est nous donner. Bien sûr. Et quand le football, quand il est à ce moment-là, ça transcende tous les clivages religieux, politiques, etc. Et maintenant, on va basculer dans la méthode. Parce que moi, ce qui m'intéresse, la méthode, c'est le contenu. Exact. C'est lui qui peut être porteur parce que quand nous regardons, c'est-à-dire qu'un technicien averti, s'il ne regarde pas le contenu, il analyse simplement les buts. Sur 4 buts, les 4 buts marqués sont les coups de pied arrêtés. Les 4 buts marqués sont les coups de pied arrêtés. 3 buts sur corner et un penalty. Mais au-delà de ça, ce sont les processus qui sont mis en place qui sont assez intéressants à analyser. Donc, Hugo Broos, c'était d'abord, en tant qu'entraîneur, j'imagine son équation. C'est pas de laquelle? C'est-à-dire que j'ai 4 jours pour faire une copie. J'ai 4 jours. Un groupe que je ne connaissais pas. Il a eu 2 mois. Mais dans 2 mois, il fait un travail invisible. Travail invisible, parce que dans l'ambition que quand l'entraîneur vient, le match commence le lundi de la préparation de la réunion. Exact. Un entraîneur, quand il vient à l'entraînement pour entraîner son équipe, il y a eu un travail. Il a passé peut-être 2 heures ou 1 heure à préparer sa séance. Donc, il y a eu un travail. Comment connaître mon effectif? D'abord, il visionne pratiquement tous les matchs du Cameroun. Il n'a pas le choix. Tous les matchs. Il se renseigne de gauche à droite pour avoir une idée exacte du groupe. Il se déplace lui-même pour les rencontrer, pour les voir jouer aussi en réel. Donc, et quand il sort sa liste, je pense qu'il y a presque un consensus. Parce qu'il y avait un mélange de jeunes, d'anciens, je dirais pas de bannis, mais on a peu de choses à dire. Souvent, c'est que les Camerounais, nous sommes assez critiques, assez rigoureux, assez exigeants vis-à-vis des entraîneurs. Et en 4 jours, et avec, il a l'impression qu'il sait où il veut aller.
Maintenant, le plus simple que je pose, c'est qu'il y a une autre équation que tout entraîneur doit connaître. Il ne suffit pas d'avoir un projet de jeu. Il ne suffit pas de savoir ce que toi tu voudrais. Le plus important, parce que ce n'est pas toi qui le réalise sur le terrain. Exact. Il est important que ce que tu as dans la tête, tu le passes dans la tête des joueurs et que tu les amènes à le faire réaliser. Ce n'est pas simplement un problème technique, ce n'est pas simplement un problème tactique. Il y a un conditionnement psychologique. Il faut être dans c'est-à-dire qu'il faut que le joueur accepte. S'approprie déjà de l'individu et de ses méthodes. Et en plus, parce que ce que tu veux, tu le voudrais à une certaine intensité, tu le voudrais dans un certain état d'esprit, dans un certain timing. Il faut faire passer tout ça. Donc un entraîneur doit être un bon psychologue aussi. Oui, pas seulement un bon psychologue, mais au-delà, un bon pédagogue. Parce que l'art de transmettre, l'art de communiquer, il ne suffit pas que tu émettes, il faut que le récepteur reçoive. Et c'est la raison pour laquelle, donc, conscient de tous ces enjeux-là, de la subtilité, de la complexité de cette équation, j'ai été... Bon, je le félicite pour ce qu'il a fait. Bon, maintenant, je ne sais pas, on a fait quelques images. Oui. Bon. Avant peut-être d'y arriver, justement, je voulais un peu qu'on aborde la question de l'approche. On a vu Marc Brice se déplacer, aller rencontrer des joueurs de façon individuelle, échanger avec eux. Ça peut être quoi le discours? Ça peut être quoi l'objectif? Ça peut être quoi l'ambiance? Surtout que, je veux dire que tous n'étaient pas forcément d'accord que ce soit lui. Bon, il faut d'abord que lui-même y croit. D'accord. Parce que quand un entraîneur conséquent, on l'appelle, on lui donne la mission, on dit voilà l'objectif, bon, il donne ses conditions, il définit ses moyens, il dit voilà, c'est comme si on demande un devis. Exact. Et il vous dit voilà les moyens dont j'ai besoin. Et maintenant, il nous appartient, nous, le commanditaire, c'est-à-dire que ce soit la fédération ou l'État, de créer le cadre de répondre à ces sollicitations. Tu ne peux pas nous faire rêver en disant que tu vas remplir ces objectifs, comme tu es à la hauteur. Dis-nous la méthode. Comment tu vas y arriver? La méthode peut être convaincante, ou alors on dit non, avec ce qu'il nous accorde là, il ne peut pas. Je ne vois pas comment il ne peut pas réaliser ce qu'il dit là. Et vous qui connaissez bien ce milieu, a-t-on déjà eu un entraîneur à qui on dit votre objectif, c'est non seulement faire plaisir, mettez un rythme, savoir faire du beau jeu, mais aussi obtenir les résultats? Ou alors on se dit souvent, on sort d'une compétition prématurément, au regard du potentiel, on veut un entraîneur qui vienne faire gagner. Bon, je vais donner l'exemple de l'approche rationnelle. D'accord. Mais je vais peut-être prendre un exemple d'un club. À un moment donné, Barcelone se remet en cause. En fait, vous voyez, Barcelone a les champs. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre on va en Hollande, on appelle Johan Cruyff. L'Hollande, c'était le Pays-Bas, c'était le football total. Le football à l'échange, c'était le Pays-Bas, de Johan Cruyff, etc. Et Cruyff, quand Cruyff arrive, c'est toute une méthode. C'est toute une philosophie, toute une approche qui est mise en place. C'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire pour Cruyff, une défense à 3. Au-delà de la défense à 3, la philosophie générale, c'est marquer le plus de buts possible, marquer plus qu'on en prend. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple la philosophie à l'époque, quand tu prends les Italiens, ils se disent une bonne équipe, d'abord, ce n'est pas prendre des buts. C'est-à-dire ce qu'on appelle ça le Cachipano, vous allez le fermer. Et quand, par exemple, il y a 2-0, 3-0, 4-0, ils se disent, mais c'est quoi? C'était un match de handball ou c'était un match de football? Pour eux, vous prenez 4 buts ou 2 buts, c'est 4 erreurs ou 2 erreurs. C'est-à-dire un but, c'est une erreur. Et du coup, leur méthode, c'est renforcer d'abord la défense. Fermer d'abord. Fermer d'abord. Cruyff, c'est une autre approche. C'est marquer le plus de buts. Marquer le plus, même si on en prend, on en marquera plus. Exact. Voilà. Et donc, cette approche, ce qui fait que le jeu, il a révolutionné le jeu. Et à ce moment-là, aujourd'hui même, quand on regarde, ses fils aujourd'hui, je dirais, dominent le football européen. C'est Guardiola, c'est Luis Enrique. Et à travers, pour revenir à ta thématique, à travers Cruyff et la révolution à Barcelone, tout le football espagnol a été révolutionné. C'est la philosophie dominante en Espagne aujourd'hui.
L'Espagne, c'est la possession de ballon, la maîtrise collective. Et c'est maintenant toutes les équipes espagnoles qui jouent comme ça. Et le football espagnol a changé complètement. À un moment donné, a dominé le football européen, même mondial. Voilà. Que ce soit en club, que ce soit au niveau national. Donc voilà comment, par exemple, un entraîneur peut impulser quelque chose à travers une philosophie. Entre parenthèses, les Allemands ont pris Guardiola pour faire la même chose chez eux. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Manchester City, on voit que c'est l'un des meilleurs clubs en termes de jeu. Absolument. Tout le monde s'accorde là-dessus. Que maintenant, c'est qui peut résister à Manchester. C'est ça. Donc, autrement dit, un entraîneur, quand il arrive, il doit être porteur de quelque chose qui peut impacter tout le pays. Donc, autrement dit, Brice, on va sur quel horizon? Sur quelle piste? Vers où? D'accord. Ou est-ce qu'il va encore sur un entraîneur qui va bricoler ce qu'il peut bricoler, ou va faire ce qu'il peut pour avoir les résultats, ou alors on va voir quelque chose qui peut impacter tout un pays. Certainement qu'Eric Nano va nous préparer les séquences, mais avant d'y arriver, la dernière question, avant peut-être de les découvrir. Arrivé donc dans ce contexte, lourd comme on l'a dit, quel est le discours remobilisateur? Quel est le message? Quels sont les mots que l'entraîneur Brice utilise pour s'imposer, sans utiliser la force, s'imposer gentiment, poliment, psychologiquement, imposer sa méthode, sa vision aux joueurs, puisqu'il les rencontre en plus de façon individuelle. Il est allé dans leur club, il est allé pour certains chez eux, il l'a rencontré dans les hôtels et tout. Dans le face-to-face là, qu'est-ce qu'ils se disent? Je pense, d'abord, en tant qu'entraîneur, qui est passé dans la formation, qui a la formation d'entraîneur, et en tant qu'ancien joueur aussi, qui a l'expérience de joueur, tout cela conjugué, ça veut dire qu'on sait à peu près quel est le discours qu'il faut. C'est-à-dire ce que je dirais, le bagage d'entraîneur, le ressenti du joueur, toi, tu donnes comme, je dirais, comme culture et comme arme dans ce genre de situation. D'abord, lui-même, il doit y croire. Je sais ce qui s'est passé. Je sais que les Camerounais ne sont pas contents. J'ai vu et revu vos matchs. Je suis venu à la CAN voir avant. Je suis venu, j'ai regardé comment vous jouez dans votre club. Moi, je crois en vous. Je pense qu'on peut redonner au Cameroun cette lettre de noblesse. Parce que vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel. C'est-à-dire, autrement dit, déjà que le joueur comprenne qu'il compte sur lui, qu'il a vu ses qualités, il le connaît, et il pense qu'il peut apporter quelque chose. Donc, autrement dit, il amène le joueur ou les joueurs qu'il va rencontrer dans un challenge commun. Exact. Dans un challenge commun. Autrement dit, quand les joueurs viennent, c'est pour relever un challenge. Parce qu'ils savent ce qui s'est passé ces dernières années. Ils savent ce qu'ils doivent au public, aux Camerounais. Eux-mêmes, ils ont envie de renouer avec les victoires, de renouer avec le plaisir. Public, exact. Donc, et quand donc il y a cette rencontre au niveau de la volonté, au niveau de l'envie de s'engager, d'aller chercher ce challenge-là, on rentre maintenant dans une dynamique qui est très intéressante. On est dans une dynamique de groupe qui est très intéressante. Et c'est pour ça qu'en dépit de contextes pas vraiment favorables, ils ont pu quand même nous sortir ce qu'ils nous ont sorti. D'accord. Parce que quand même, il faut avouer que ce n'est pas une équation facile. Prenons, et je dirais même les adversaires étaient conscients. Étaient même intéressants. Okay. Parce que, prenons le Cap-Vert. Le Cap-Vert fait partie des révélations de la CAN. Exact. C'est une équipe qui a fini première de son groupe, ce que les gens n'entendaient pas, devant l'Égypte, le Ghana et le Mozambique. C'est une poule relevée. Et tous les observateurs s'accordaient pour dire que vraiment c'était très intéressant, que vraiment c'était la révélation.
Le Cap-Vert, avant de venir jouer contre nous, sortait sur 7 matchs sans défaite ou 11 matchs sans défaite. Entre 7 et 11, 7 ou 11, je sais pas. Et 4 matchs sans but encaissé. Donc c'est une équipe qui est en confiance. Qui est en confiance. Et quand on regarde le Cameroun, c'était un peu, je dirais, l'échec. Donc tout le monde a cette image du Cameroun qui est affaibli, qui est en crise. Donc ce Cap-Vert vient en confiance. Mais qu'est-ce que le Cap-Vert va rencontrer au Cameroun? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il me souvient d'un match contre le Burundi à Garoua, qui est devenu qualifié pour la CAN. Le Burundi vient avec beaucoup d'insolence. L'entraîneur dit qu'il est venu pour gagner, etc. Moi, je me dis, bon, c'est pour, en quelque sorte, exorciser sa peur. Exact. Qu'il essaye de bluffer. Mais la surprise a été grande de voir que pendant 45 minutes... Ils ont tenu. Non, mais ils sont tenus, ils sont en train de se balader à Garoua. Rappelez-vous de ce match, à la première mi-temps, quand on arrive à la fin, ils sont en train de se rigoler. Et c'est Onana qui est le meilleur joueur. Parce que nul n'était vraiment sa forme de jeu. On aurait pris 3 buts. Donc, autrement dit, même chez nous, le Burundi qui n'est pas comme un fou de guerre sans leur manquer de respect, c'est-à-dire que se balade, on n'est plus chez les Lions. Absolument. Donc, autrement dit, ces équipes-là, on est vraiment, quand les entraîneurs regardent nos matchs, se disent que il n'y a aucune raison d'avoir peur, il faut plutôt être ambitieux quand on vient au Cameroun. Exact. Et là, on voit une équipe prête, hyper agressive, et un contenu qui n'est pas mal. Conclusion, le Cap-Vert repart avec 4 buts dans les bagages. Dans les bagages. Et quand on va en Angola, c'est pareil. L'Angola a été aussi une bonne surprise à la CAN. Elle termine première équipe de son groupe, dans un groupe où il y a quand même l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie. Absolument. L'Algérie est finie l'année dernière. Donc, autrement dit, ce sont des équipes qui sont en confiance. Et là, le Cameroun, en Angola, j'ai pris un plaisir énorme. Dans notre jeu, malgré le nul. Dans le jeu, franchement. Malgré le nul. Parce que pour un esthète de foot, quand le ballon sort proprement, la progression est linéaire. Et quel Camerounais n'a pas eu des regrets parce qu'on aurait dû gagner ce match, c'est la vie de tout le monde, de les Camerounais. De par la manière dont on l'a dominé, où on l'a maîtrisé. Donc qui aurait pu dire ça au Cameroun il y a un mois ou 2 mois? Alors, on va certainement bénéficier de l'expertise de Eric Ndando qui réalise cette émission. Eric, alors ce que je suggère, on va peut-être passer d'abord les extraits. Okay. On va laisser dérouler, on regarde tous, et on revient sur l'élément pour le décrypter, pour analyser l'approche et la philosophie. Eric, si tu es prêt, on va prendre le premier élément sur les phases de jeu du Cameroun. Moi, je pense que le premier qu'on est qui est direct. Ok. Bon, on va d'abord regarder. Hein. On regarde à nouveau et puis... L'ouverture du score du Cameroun, Michael Gandhi à 4. Fire from the Indomitable Lions books. Mominga Maleu, le centre, et la tête camerounaise, le but camerounais, ouverture du score, l'ouverture du score du Cameroun, Michael Gandhi, à quel retour, Première séquence. Maintenant, je suggère, Eric, s'il te plaît, on remet les images et Eugène va analyser la phase de jeu. Bon, là ce qu'on peut exploiter de là, parce que on n'a pas besoin forcément de ralenti, c'est un corner direct. Ce qu'on peut relever de là, tout d'abord, c'est la récurrence. C'est-à-dire? Regardez, par exemple, le Cameroun, là, ça devient notre point fort, le coup de pied arrêté. À la CAN, la dernière CAN, nous avons marqué 5 buts. Okay. Pendant les 5 buts marqués, on enlève un but qui est contre son camp par les Gambiens. Les autres 4 buts, il y a deux buts qui sont marqués par les défenseurs Castello et non, à Abidjan. Okay, Castello,
Comment il s'appelle encore Le défenseur? Oui. C'était pas Gandeux? Non, Gandeux n'était pas à la CAN. Ah non, oui, il n'était pas à Abidjan. Comment il s'appelle? Celui qui est à Nantes. Castelletto. Voilà. Castelletto. Et où qui nous sauve contre la Gambie. Autrement dit, sur les 4 buts, 2 buts de défenseurs. Exact. Bon. Et quand on va regarder, là aussi, c'est encore sur coup de pied arrêté, un défenseur. Et ce qui est beau chez Ngandou, c'est que c'est un revenant, un revanchard. Exact. Un revanchard. Il montre qu'il a le discours de remobilisation est passé. Voilà. Et là, justement, ça veut dire que là, su aussi peut-être jouer avec ça aussi. Qu'un joueur comme ça est surmotivé pratiquement. Exact. Eric, on regarde la deuxième phase. On va d'abord la laisser couler et puis on revient. Pour le Cameroun. Les centres en force. C'est le but. Deuxième but camerounais. Deuxième but du Cameroun. Cameroon scores the second goal. Et c'est le capitaine Vincent Aboubakar. Durigon. Vincent Aboubakar answers his name. Ah, excellent travail de Nicolas Moumi Gabaleux. Corner à la remoise, la feinte, le centre pour son capitaine. Bozinha. Voilà la deuxième séquence. Voilà, la récurrence, c'est qu'on a même marqué un but comme ça. Le but de Wu. Exact. C'était également un corner. En Côte d'Ivoire, c'était un corner indirect. Autrement dit, quand l'entraîneur arrive, en regardant les matchs, il voit les phases dans lesquelles on a été dangereux, les phases par lesquelles on a marqué, et là il récupère ses points forts, insiste là-dessus. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, un corner indirect, et effectivement, Aboubakar termine l'action. Exact. Et ce n'est pas par hasard que quand on va regarder le quatrième but qui va se passer, c'est également le corner indirect. Et là, c'est toujours à la rémoise. On regarde le but d'après aussi, voilà. Exact, le quatrième but. Il y aura, je dirais, une récurrence indirecte. Ah, c'est nous, Tolo. Voilà. Et donc là, ce qui est récurrent, c'est toujours d'abord le jeu du corner à la rémoise. Au corner. Indirect, manière indirecte. Et là, la deuxième chose, il y a 3 défenseurs qui sont impliqués. 3 défenseurs camerounais. C'est Tchatchoua qui centre, c'est Ngandou qui dévie et c'est Noho qui finit. Autrement dit, dans les 4 buts, il y a 2 défenseurs qui ont marqué et Aboubakar qui a fait le doublé. En Côte d'Ivoire également, sur les 4 buts qu'on a marqués nous-mêmes, il y a 2 défenseurs qui ont marqué et 2 attaquants. Mais autrement dit, on est dangereux dans les coups de pied arrêtés. Il faut optimiser. Cela nous rappelle une certaine époque quand il y avait Marc Vivien, il y avait Patrick, Rigaud, etc. C'est vrai qu'on avait la hauteur. Même les remises de touche étaient pratiquement comme des corners pour nous. On était dangereux. Bon, ce sont des points forts que je pense que... C'est un choix de l'entraîneur. Je veux dire que l'entraîneur se dit, j'ai un potentiel de défenseur qui sait monter et il prépare tout ça à l'entraînement. Oui, parce qu'il sait que... parce que quand on analyse comment... il était important pour lui de se demander comment avons-nous été dangereux, que ce soit à la CAN ou dans les matchs précédents. Il se rend compte que 50% de nos buts, ce sont les coups de pied arrêtés. Autrement, c'est un point fort qu'il faut optimiser. Absolument. Donc, on répète, on prépare les corners directs et les corners indirects. Ce qui fait que maintenant, pour les autres, pour nos futurs adversaires, ils vont faire attention parce qu'ils savent que c'est notre point fort. Ils vont peut-être même bloquer le corner indirect, etc. Alors, là, on va peut-être aller, après ces phases de but sur les relances. Eric, on va regarder les séquences des relances et voir un peu l'animation du jeu du Cameroun. Easily gobbled up for Andre Onana, winner of FA Cup in England. Carlos Baleba. On vous a dit que ça devait être
le point central de cette équipe par le milieu de terrain. Brian Bono, il a vu l'appel de Jackson Tchatchoua, le centre, il est contré pour le corner du Cameroun. Beautiful and smart game between Brian Burma and Ned doing just that. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ce qu'on peut retenir d'abord, c'est il y a ce qu'on faisait avant et ce vers quoi on tend à ce soit récurrent. C'est-à-dire qu'avant, on en apprenait les ballons, faisait de longs ballons devant. Et ce seul but, voilà. Donc, regardez par exemple là, il va faire un an, regardez, on abandonne la relance, tout le monde monte, lui-même dit, il dialogue avec les attaquants. Hein. Et ça c'est là ce qu'il faut bannir. Okay. Parce que ça ne porte pas de fruits, il dégage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'adversaire qui va gagner le ballon parce qu'eux ils sont en face du ballon alors que nous nos attaquants. On le dos tourne au ballon. Voilà, ils récupèrent le ballon. Voilà, c'est eux qui jouent. Donc, autrement dit. Ça, c'était une mauvaise méthode. Les longs ballons. Voilà. On n'est pas fort sur ce genre de jeu. Le Brice va donc. Ce qui va apporter de nouveau, c'est que ça soit la relance propre qui soit de plus en plus récurrente. D'accord. C'est-à-dire que sortie, c'est le jeu. C'est les petites basses. C'est les petites passes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'action qu'on a vue tout à l'heure, regarde, il y a au minimum 6 passes. Et le ballon, voilà, on passe par Ngandou qui monte avec. Il prend la profondeur. Un peu mot des zones, il remet à. Ça fait 3 passes déjà. À Balipa, on voit 4 passes, 5 passes. Et la 6e, c'est la profondeur. Tchatchoua prend la profondeur. Ouais. Et ça sera récurrent. Et ça finit par un centre qui est presque une occasion de but. Allez, si on sort le ballon proprement, on a plus de chances que ça se termine proprement et bien. Et c'est vraiment intéressant. La balle a décoché, il a donné. C'est encore une autre action. Là, on est pratiquement aussi. Autrement dit, on est dans l'attaque placée. C'est-à-dire qu'on est de balance sur le ballon, on prend le temps. Là, ça fait peut-être 5 ou 6 passes, 7 passes. On aspire des défenseurs. Passes, 9 passes, 10 passes. Et là, on trouve la profondeur. Voilà. Autrement dit, voilà, pratiquement. Vous voyez comment ça se termine? Le nombre de passes, voilà, le pénalty. Autrement dit, le pénalty arrive, mais c'est la conséquence de quelque chose. Il y a une progression qui est linéaire. Et maintenant, c'est ça ce que Brice veut impulser. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on a vu, quand on dégage, on ne construit pas, on ne prépare pas les actions. Et là, cette philosophie-là, c'est elle qui m'a intéressé. En disant, donc, si vraiment on s'en imprègne, et on n'est pas en train de faire ça contre le Burundi, hein, c'est contre le Cap-Vert. Exact. Donc, il y a la contestation en face, il y a la diversité en face, mais on arrive à le faire. Autrement dit, ce que Brice a dit à ses joueurs, vous êtes capables de le faire. Vous avez les qualités. Maintenant, il leur donne l'esprit, il les met en confiance, il leur dit, à la rigueur, moi j'assume. Procéder de cette manière, c'est mon projet. C'est là important que l'entraîneur prenne sur lui la responsabilité. Il peut arriver qu'on rate, mais il assume. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est ça qui est donc. Et vous pensez que les joueurs choisis correspondent à cette philosophie-là? Bien sûr. Ou alors là également, il est encore en termes, puisqu'il n'a pas eu beaucoup de mal de préparation, il est encore en termes de phase de test, pourtant en pleine compétition déjà? Non, parce que quand on regarde par exemple le profil des joueurs qu'il a choisi et ce qu'il leur a demandé, on voit que ce n'est pas par hasard. Il prend Balipa. Bon, sur le plan défensif, il va apporter son agressivité. Exact. Et cette agressivité va être contagieuse. C'est-à-dire que tout le monde va être à peu près dans le même tempo, dans la même intensité, avec le même état d'esprit, avec l'agressivité. Maintenant, pour sortir le ballon, dans le jeu, Balipa, parce que en quelque sorte, quand on veut sortir le ballon, c'est une affaire de 4 joueurs. C'est-à-dire que c'est Onana, c'est Ou, c'est Ngandou et Balipa. C'est eux qui ont le devoir de sortir le ballon pour l'amener dans les bonnes conditions aux attaquants ou au milieu de terrain. Et quand les attaquants ou les milieux de terrain, ou alors parce que quand on a le ballon, quand on le sort, les latéraux montent. Exact. Et ils deviennent pratiquement comme le milieu de terrain. Et quand ils reçoivent le ballon dans les bonnes conditions, ils peuvent établir ce qu'on appelle un dialogue avec les attaquants. Ça ne se pas en bas. À la rigueur, il lève la tête. Quand il lève la tête dans le langage footballistique, ça veut dire qu'est-ce que tu veux, je te la mets où? Exact. Qu'est-ce que tu proposes? Et là, c'est intéressant. On peut voir le potentiel des attaquants. On peut voir les qualités.
Mais si on joue comme on jouait avant... C'est d'ailleurs dans un registre que Aboubacar Vincent aime bien se tenir. Aime bien même, bon, c'est toi. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'actions qui se terminent par un corner. D'ailleurs, le corner, même le premier corner comme Marc, c'est une action qui se termine avec l'acteur qui centre, le centre est contré, il y a corner et ça se termine par un but. Autrement dit, cette approche-là, regardez par exemple, là aussi c'est pareil. On passe, et où vient dans l'intervalle, ils pouvaient remiser. Vous voyez, il y a une progression qui est linéaire. Là, on est pratiquement à 3-4 passes. Là, ils vont encore poser le jeu. Ils prennent le temps. Ouais. Maintenant, ils regardent, ils posent la question et ils demandent en profondeur. Il a raté la passe. Mais il y a un dialogue entre les deux. Et là, c'est intéressant. Là, on voit le talent des joueurs. Et c'est ça qu'il faut apporter. Là, il aurait pu remettre la balle, mais il se tourne. Oui. Ça ne descend pas par le devant, directement derrière, directement devant. Il y a une préparation au milieu de terrain. Il y a un dialogue avec les attaquants. Mais en même temps, là aussi, je veux dire que, n'est-ce pas une stratégie, un système de jeu un peu risqué? Là également, pareil. Beaucoup de causes il donne la tatouage, c'est récurrent. Exact. Donc quand ça se répète, ce n'est pas le hasard. Exact. Ce sont des choses qui ont été travaillées et ça devient même ce qu'on appelle les automatismes. C'est-à-dire que quand j'ai le ballon, je sais ce qui va se passer. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette stratégie, donc, est-ce que ce n'est pas aussi un risque? Parce qu'on voit bien que l'équipe adverse est obligée de venir faire la pression à un niveau assez haut, reculer de notre défense. Est-ce que ce n'est pas un risque qu'on prend? On était contre le Cap-Vert, contre l'Angola. Non pas que j'ai quelque chose contre eux, mais je veux dire, ça aurait été le Sénégal avec des joueurs plus robustes, plus athlétiques, plus vivaces, plus agressifs. Ça aurait été la Côte d'Ivoire, qui c'est peut-être l'Égypte. Faire des passes à partir de ce niveau-là, peut-être un bloc haut. Est-ce que ça n'empêcherait pas que notre équipe déroule aussi aisément? Bon, je vais prendre un exemple. C'est pas comme je suis les matchs de haut niveau de la même manière. Ok. J'ai vu par exemple, je ne sais pas si c'était l'Espagne contre je ne sais pas quelle équipe. Là, ça c'est pendant 7 euros qui se joue. Là, ouais. À un moment donné, c'était contre la Croatie. La Croatie. Le pressing était tellement haut et fort et intense que l'Espagne a renoncé et ils n'ont plus pu, ils ont joué long. Okay. Mais pour le moment, par contre, la première intention, c'est d'abord de jouer. Mais ça veut pas, on ne prend pas des risques par contre quand c'est pas possible. Et là, quand on a, c'est là la bonne équipe. Il peut y avoir contestation, mais la vitesse et votre je dirais, votre vitesse et votre intelligence du jeu va faire que vous adaptez. Vous adaptez et vous en sortez. Regardez par exemple, Valet pas décroche. Il vient chercher. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour nous regarder. Exact. Mais ils n'ont pas le choix. Je précise d'ailleurs que ce match Espagne-Croatie, l'Espagne a gagné 3-0. Voilà, on recommence. On va de l'autre côté. Il arrive. Mais il y a toujours une solution. Exact. Voilà, les joueurs se rendent disponibles. On en a même deux, ils se rendent disponibles. Dans ce qu'on appelle le football en mouvement. Ouais. Et le jeu dans l'intervalle. Oui. Voilà. Autrement dit, il faut qu'il y ait la volonté, il faut qu'il y ait du mouvement. Et c'est à l'entraîneur maintenant de dire, voilà le mouvement que tu dois faire. On le fait à l'entraînement. Et voilà ce que je demande. Si ça n'a pas marché, il sait pourquoi ça n'a pas marché. Et il sait dire aux joueurs, c'est pour ça qu'il parle beaucoup avec les joueurs. On a vu Brice parler normalement avec les joueurs, corriger. Non, lâche le ballon tranquillement, décroche, vient, soutient, ainsi de suite. Et c'est là que quand donc, pour un adepte, on a adepte du bon football, quand je vois qu'il y a du mouvement, quand je vois dans l'intervalle, quand par exemple, et là, on en a même le profil type. Parce qu'il est calme, il n'a pas la pression, il s'est calmé. Et il est capable de jouer court comme il est capable de jouer long. Il a un très beau jeu du pied. Le jeu de pied. Donc, autrement dit, c'est ce que Brice a dit. Donc, je vous ai vu, j'ai analysé vos matchs, vous avez le potentiel. D'accord. Contre le Cap-Vert à Yaoundé, ça fait 4 buts. Mais en Angola, c'est quoi? C'est l'Angola qui a su décrypter le jeu du Cameroun et mettre un système consistant, adapté pour contrecarrer notre offensive. Mais ça n'a fait qu'un but. Hein. Oui. Tout d'abord, quand tu es un entraîneur sérieux, tu regardes le match du Cameroun contre le Cap-Vert. Ok. Quand le Cameroun marque 3 buts sur corner, tu fais attention. Tu prends les dispositions. Quand vous regardez par exemple le premier corner du Cameroun, tout de suite, il y a 2 joueurs qui étaient là pour contrecarrer le corner indirect. Allez,
on ne pouvait pas les utiliser. Et sur le corner direct, il y avait la présence. Et les joueurs dangereux sont identifiés, ils sont plus bien, ils sont pris dans un marquage de sérieux. Ça, c'est la première chose. Alors, ça, ce sont des images qu'on a déjà regardées. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Voilà. Et deuxièmement, il y a eu, je dirais, 3 temps. C'est-à-dire que du début du match jusqu'à la mi-temps, le Cameroun était dominateur. Exact. De manière incontestable. Et quand on revient, parce que le problème qui se pose, c'est que la pause, la mi-temps est un moment important. Parce que l'entraîneur a demandé ce qu'il avait à demander, il a vu ce qui s'est passé, et maintenant, il a le temps pour corriger. Dire voilà ce qui n'a pas été. J'ai demandé ceci, mais voilà, toi tu n'as pas fait ce que j'ai demandé, tu n'as pas fait ceci, ou tu as plutôt fait ceci, il faut corriger. Maintenant, l'entraîneur angolais, il dit les gars, vous êtes à côté de la plaque, il vous mange physiquement, etc. Si vous ne mettez pas l'intensité, vous n'avez aucune chance. Et pendant 10 minutes, quand on est rentré, le rapport de force a un peu changé. L'Angola a élevé le niveau de jeu. Pendant 10 minutes, quand vous regardez par exemple, même s'il y avait cette action du but, comment un joueur individuellement, en accélérant, il a cassé toute la ligne du milieu de terrain. Et quand il passe le ballon au joueur de couloir, il met pratiquement Tchatchoua dans le recouloir. Bon, et en plus, ils ont la chance aussi que c'est Ngannou qui marque contre son camp, en quelque sorte. Exact, sur le match contre l'Angola. Voilà, 10 minutes après, cette fièvre-là, on l'a fait baisser. Et on est redevenu de nouveau maître du jeu, dominateur, maîtrisant le jeu. C'est-à-dire qu'à part cette action, ils n'ont pratiquement pas été dangereux. Parce que le problème, ce n'est pas simplement le nombre de buts encaissés. Exact. Il est important de regarder le nombre de buts, même le nombre d'occasions. Parce que ce n'est pas toutes les occasions, ce n'est pas tout le temps que les occasions seront ratées. Donc quand l'adversaire a eu des occasions, c'est un message. En d'autres termes, pour vous, cette défense-là, sur ces 2 matchs, a fait son boulot. Oui, non, c'est-à-dire que, bon, une autre fois, peut-être, on aura l'occasion de voir comment la différence entre la manière dont on défendait avant et maintenant, il y a une différence qui est nette. Parce que dans le football, il n'y a que 2 choses. Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait? On a vu là, quand on a le ballon, on ne le balance pas. On joue. Ça, c'est d'abord la philosophie générale. On ne balance pas, on prend le temps, on prépare. Et quand on n'a pas le ballon, on joue. C'est-à-dire qu'il n'y a personne ne prend des photos. On n'a pas le ballon, on est en train de jouer. Donc l'équipe est en mouvement. Voilà, on se replace, on est solidaire, ce sont des prises à 2, des prises à 3, les compensations sont faites, les bascules, on danse collectivement. À gauche, à droite, on avance, on recule ensemble. Donc, et là, j'ai vu une équipe compacte, j'ai vu une équipe solidaire. Sur le plan défensif, j'ai vu une équipe qui basculait ensemble, qui montait, ainsi de suite. Et même quand on se retrouve bas, j'ai vu une équipe agressive, très agressive. C'est-à-dire, vraiment, que l'adversaire joue comme il peut, pas comme il veut. Et ça, c'était intéressant. Pour revenir un peu sur Baleba, il ne joue qu'à Brighton. Je veux dire qu'au regard du potentiel, il peut avoir ce décalage en termes de niveau de jeu. C'est vrai, c'est la première ligue anglaise, mais ce n'est pas forcément l'un des clubs les plus en vue. Oui. Tout d'abord, ce que je vais d'abord dire, c'est que j'espère, et j'ai été un peu rassuré, qu'on ne va pas le cramer. Ok. C'est-à-dire que je me rappelle Clayton, qui est un de mes poulains aussi. Qui ça? Ndié Clayton. Ndié, oui, oui. Qu'on a formé au Brasserie. Quand il est arrivé à l'équipe nationale, rappelez-vous, personne ne le connaissait. Et il a fait... Tout feu, tout flamme. Ah. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça allait qu'un gamin, parce qu'il y a des étapes. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas connu, tu deviens d'abord une vedette. Après une vedette, tu deviens une star. Et il y a des étapes à ne pas franchir, à ne pas brûler. Vous comprenez? Et on en a fait une star trop tôt. Finalement, après un ou 2 matchs, toutes les radios, Ndié Clayton. Conclusion, quand il arrive ici, dès qu'il a le ballon, le public, wow. Et finalement, le gamin, qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression que chaque fois qu'il a le ballon, il doit faire l'exploit. Il surjoue et parfois il déjoue. Et ce gamin, le gamin a été cramé. Par exemple, sans qu'on ait le temps de... Le temps.
Il venait de faire il a fait une très bonne demi-saison à Lyon, qu'il a révélé. Une demi-saison. Pape, on l'a pris, on l'a mené à Tottenham, je crois. Trop tôt. Trop tôt. Et là, justement, je disais, j'espère que la même chose ne va pas arriver à Balepa. Que l'environnement, on ne va pas le gérer, on ne va pas le cramer avant qu'il ait vraiment atteint la plénitude de son art. Et je suis content parce que j'ai été rassuré par un ami qui est dirigeant de l'école de brasserie, responsable, qui m'a dit non, jeune, ne t'en... Mais c'est vrai qu'il a été remplacé sur le match contre l'Angola, mais il donnait l'impression d'en vouloir encore, hein, ce Baleba-là. Oui. Et là, justement, ça qui m'a dit, rassure-toi. Déjà, un de ses atouts, c'est son père. OK. Son père, qui est un ancien footballeur. J'en ai parlé comme en tant que formateur. Donc il suit sa progression, son management. Et deuxièmement, il est tombé sur un très bon manager qui le suit. Et quand vous voyez par exemple ça, il n'a pas couru trop vite pour venir à l'équipe nationale. Et deuxièmement, par rapport à la question, c'est à peine sa première ou sa deuxième saison en Angleterre, je crois. Et ça ne m'étonnerait pas que dès cette année d'ailleurs, qu'il soit sollicité par les grands clubs. Vous n'en fait pas, le monde est un village. Et quand tu as du talent comme il a, ça se voit. Et bientôt, c'est une pépite qui va valoir vraiment très cher. Alors quel est le travail qui reste à faire à Marc Brice de garder la dynamique de ce groupe tel que vous venez de la décrire, on joue en septembre, je crois, pour les éliminatoires, mais bien au-delà, qui sait peut-être si on est qualifié, il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il reste à faire là maintenant? Dans cette phase, par exemple, de non-compétition, comment est-ce que l'entraîneur entretient, fait vivre son groupe? Il n'a pas les joueurs sous sa main, mais comment est-ce qu'il conserve, je veux dire, cette dynamique pour que les gars reviennent dans le même état d'esprit, dans la même mouvance positive, pour plus de résultats? Bon, je pense que comme après un grand match, après un match engagé, un joueur a besoin de récupération. Je pense que Brice aussi a besoin de récupération. C'est-à-dire après tout ce qu'il a vécu, parce que c'était très intense. Hein. Vraiment très intense. Pas seulement le match lui-même, il savait les attentes, la pression qu'il avait. Et d'autre part, l'environnement qu'il devait gérer. Il faut qu'il il doit d'abord faire le vide. À mon point de vue, il faut d'abord qu'il oublie le foot pendant quelques jours. Qu'il change un peu pour se reconstruire, je dirais, ouais, pour se remettre les batteries. Maintenant, aussi bien les victoires que les défaites sont riches en enseignements. Quand tu échoues et que tu sais analyser l'échec, tu sais le revoir, ça te donne les pistes pour corriger et gagner demain. Quand tu réussis, c'est l'occasion aussi d'analyser les facteurs de réussite et maintenant les consolider, voire appuyer dessus. Ça ne t'empêche pas quand même de voir aussi les points où tu as été moins performant pour les corriger. Voilà un peu son taf. Maintenant, et ces deux matchs, normalement, vont lui procurer à lui et aux joueurs un facteur intéressant, c'est la confiance. C'est la confiance. Donc, autrement dit, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand la question a été posée sur quel est le discours à tenir aux joueurs, ainsi de suite. Maintenant, le discours change. Je crois en vous. Je vous ai dit que je crois en vous. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez fait. Donc, c'est possible. On peut encore aller plus loin. Donc, il a gagné en crédibilité vis-à-vis des joueurs, parce que ce qu'il leur a dit, la foi qu'il a eue en eux a eu des résultats. Sa méthode a eu des résultats. Le plan de jeu a eu des résultats, a été performant et efficace. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne répète pas au moins ce qui a marché. D'accord. Donc, il est beaucoup plus crédible. Les joueurs seront beaucoup plus réceptifs. Et je pense que autant, nous, les Camerounais, on veut, mais c'est quand le prochain match on
on le demande, on le redemande le plus possible. Pour le plaisir de voir nos joueurs jouer comme contre l'Angola et autres. Voilà, et autant pour les joueurs, je pense que maintenant, ils ont envie de venir en équipe nationale. Parce que c'est maintenant le challenge est revenu. Voilà, un lieu de plaisir, de bonheur, ainsi de suite. Donc, la seule chose que nous pouvons faire, c'est les accompagner. Les préserver et les mettre loin du bruit qu'il y a tout autour. Voilà. Donner à Brice les moyens. Peut-être que je suis en train de faire un excès de vitesse. Moi, ce que j'ai vu, les perspectives sont intéressantes. Maintenant, il faut consolider ce qu'on a vu. Donc, à nous maintenant de créer l'environnement, de le mettre en confiance. Je prends un exemple. Le directeur technique doit prendre ses clics et ses claques, aller voir Brice. C'est-à-dire que ne pas rentrer dans ces trucs, dans les polémiques ou dans les tensions. Aller voir Brice, il est directeur technique. Avoir un entretien avec lui, collaborer avec lui. De telle manière que si effectivement c'est une vision qui peut avoir un impact sur tout le football camerounais, qu'il soit un bras séculier pour déployer la stratégie jusqu'au plus bas. Cette philosophie que dans les années à venir, on voit dans nos équipes de jeunes, dans les clubs qui évoluent dans nos différents championnats, une sortie propre, une philosophie de jeu, vraiment que ça devient une philosophie générale. Vous êtes arrêté longuement sur Baleba par exemple tout à l'heure. Est-ce que notre football, au plus bas, produit ce type de joueurs? Je veux dire, est-ce que c'est une catégorie de joueurs assez le contraire de rare, je veux dire, qu'on rencontre assez souvent dans les centres de formation, pour reprendre la question, est-ce qu'on produit ce type de joueurs, par exemple? Oui, c'est-à-dire que ce qui est amusant, c'est que il y a 2 mois, dans les analyses, c'était quoi? C'était qu'on n'avait pas de joueurs. Exact. Il n'y avait pas de joueurs. Où sont-ils? Sont-ils que vraiment, on a rappelé les mêmes. Voilà, non, tout le monde disait qu'il faut vraiment, on a un déficit, on n'a pas de joueurs. Autrement dit, l'entraîneur sénégalais, il est dans le confort parce qu'il a la qualité de son effectif. Rigaud n'a pas le même privilège. Bon, mais on ne peut pas dire la même chose aujourd'hui. Pas dire la même chose aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, et ça c'est très important, et c'est pour ça que l'émission allait dans ce sens, c'est les enjeux invisibles. Pour notre football. Notre football. Les enjeux invisibles, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer 2 ans, 3 ans sans que le football jeune se joue. C'est un crime. C'est un crime. Et ces jeunes doivent être encadrés par des encadreurs qui sont formés. Regardez le nombre d'anciens joueurs que nous avons, qu'on peut former et les transformer en formateurs potentiels capables de nous donner des joueurs, une élite de haut niveau demain. C'est-à-dire, regardez par exemple un gars comme Guillou. Guillou seul, ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Par son expérience de haut niveau. Par sa passion du foot. Il a passé. Regardez les générations qu'il a formées. Et ce que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, est devenu comme une grande nation de football. Et nous avons besoin d'une direction technique avec des anciens joueurs formés pour nous produire les victoires de demain, c'est-à-dire les bons joueurs de demain. Et cela passe par une politique technique claire, des projets, des ambitions, un horizon bien dégagé, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les générations spontanées qui jouent sur le baobab ou bien à l'école publique d'Aqua, à Yabassi, etc. Non, aujourd'hui c'est une courbe où on sait que de tel âge à tel âge, voilà la qualité qu'on travaille. De 12 ans à 14, à 13 ans, on travaille la psychomotricité, la coordination. De 14 ans à 15 ans, on travaille, on insiste sur l'endurance. À tel âge, on insiste sur la puissance. Et ce qui fait que le joueur, quand il arrive à 16 ans, à 17 ans, pied droit, pied gauche, il peut courir longtemps, il est puissant. Sa vitesse, il est coordonné, etc. C'est-à-dire, autrement dit, il y a là un travail à faire. Aujourd'hui, c'est au niveau de la France, la préformation et la formation. En France, ils ont fait cette analyse, ils ont distingué.
Parce qu'ils ont compris que quand tu commences à 17 ans, 18 ans, parfois tu ne peux plus corriger certaines choses. Exact. Donc on a mis l'accent sur la préformation. On commence un peu plus tôt, de manière à donner à un enfant, à former un moteur qui tient la route et qui n'est pas simplement un diesel, mais qui est aussi un turbo. Tout ça, ça se travaille. Et c'est une réflexion qui doit être menée. Et il faut que la législation technique soit prise vraiment, je dirais, en considération, qu'on investisse là-dessus par rapport à demain. Donc, autrement dit, les balais-pas, on peut en reproduire demain. À ce moment, mais seulement le formateur doit être comme quelqu'un qui, quand il voit une matière première, une perle, il sait comment la travailler. C'est-à-dire, autrement dit, il faut arrêter parce qu'il faut mieux les entraîner, ces jeunes. Mieux les entraîner en qualité, l'entraînement en qualité et en quantité suffisante. Et quand, par exemple, aujourd'hui, un jeune, il termine une année, il n'a même pas fait 10 matchs de compétition, qu'est-ce qu'il peut devenir demain? N'empêche que dans cette équipe, il y a quand même un certain nombre de joueurs qui sont déjà au-delà de 30 ans. Donc, il y a un certain nombre de joueurs, des cadres notamment, Aboubacar, Vincent et autres, qui ont quand même déjà un certain âge et pour lesquels il faut commencer à penser également à la relève. Oui, mais c'est ça justement le rôle de la DTN. Il doit avoir un certain nombre de jeunes qui frappent à la porte. Il doit en avoir. S'il n'y en a pas, c'est qu'on est en panne de génération. Et c'est ça. Et là, pour le moment, personne ne regarde ce genre de choses. Et ce n'est la préoccupation de personne. On est dans des enjeux qui ne sont pas, je dirais, c'est ça même l'enjeu principal de la fédération. L'enjeu principal de la fédération, c'est ça. Renouveler le personnel, les acteurs, les joueurs, et ainsi de suite. Assez régulièrement. Parce que le haut, c'est le haut, c'est la pyramide. Exact. C'est-à-dire ça sert de modèle pour inspirer ceux qui sont en bas. Fin de parcours aussi, le haut. Voilà. Mais il faut absolument qu'au fur et à mesure qu'on affine, et que là, on mette les moyens là-dessus. On mette les moyens dessus. Et là, c'est dommage. C'est dommage, ça doit être pensé, c'est important. Vous êtes confiant en cette dynamique? Pardon? Vous avez de la confiance dans la dynamique impulsée en ce moment? Oh, je ne voudrais pas... J'ai mal. J'ai mal la façon dont le football jeune est encadré. Parce qu'il n'y a rien. Je pense que vous êtes aussi intéressé par le football. Vous êtes passionné par le football. Absolument. Vous avez entendu qui est le champion junior dans le littoral ou dans le Vouri? On n'en parle même pas. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Mais ailleurs, on connaît les meilleurs joueurs de toutes les catégories. De toutes les catégories. On les connaît déjà. On a déjà l'œil dessus, on est en train de travailler dessus. Mais que ce soit en minime chez nous, que ce soit en cadet, que ce soit en junior, U19, etc. Pour le moment, il y a une panne. Il y a une panne. On se bat pour le sommet de la pyramide. Mais les victoires se préparent, les succès se construisent. Se construisent. On ne peut pas compter que ce sont nos gamins qui vont à l'étranger, parfois dans des aventures, et qui arrivent là-bas, parce qu'ils ont travaillé là-bas, ils vont nous revenir. Nous-mêmes, il faut qu'on soit capable de former. Nous avons de la matière, nous avons plein d'anciens joueurs, nous avons des passionnés. Et vous savez, il y a une chose que les gens ne savent pas. C'est laquelle? Un jour, j'étais à Bepanda. Au stade. Sport. Il y a un gamin, un jeune frère, passionné aussi de l'entraînement. Il était en train de faire jouer son équipe de jeunes. Il avait pris les jeunes et les avait menés en 3e division à l'époque. Et son équipe était en train de jouer. Et puis un spectateur lance quelques mots maladroits. Le petit se retourne et le cravate. Il lui dit: tu sais, pour que ce gamin soit là aujourd'hui, que ça m'a coûté. C'est la douleur de l'âme. C'est le repas parfois de ma famille que je prends, je me prive. C'est ce que j'ai. Et quand il le disait, il avait les larmes aux yeux. Autrement dit, heureusement qu'on a ce genre de bénévoles. C'est-à-dire que, mais ce genre de bénévoles, c'est-à-dire que
qui sont pris, je dirais, par la drogue, la passion du foot qui devient une drogue, qui fait qu'ils donnent ce qu'ils ont. Ils en donnent plus que ce qu'ils ont. Leur cœur. Au plus pauvre, je dirais, le fond de leur poche. Demandez à tous ceux qui encadrent la deuxième division régionale s'ils ont 5 francs de recettes. Il faut payer les entraînements tous les jours aux joueurs qui viennent, il faut les entretenir, les repas, ainsi de suite. Aucun financement. Donc c'est là pourquoi il est urgent de créer une économie capable de soutenir notre football. C'est là les grands enjeux. Parce que les Camerounais aiment le foot. Exact. Et je dirais même, il y a aussi un environnement économique. On a parlé tout à l'heure de mon expérience quand j'étais vice-président de la normalisation. Il y a des choses qui ont été intéressantes que j'ai expérimentées. Comme lesquelles? Je suis allé voir les brasseries. Je suis allé voir Guinness. Je suis allé voir Kadji. UCB. Voilà. J'ai cassé le problème le monopole des privilèges. Et ce qui fait que, à un moment donné, le lancement du championnat, tous les annonceurs étaient là. J'ai mobilisé, j'ai eu un dialogue avec les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télévision, la radio. Il y avait des spots qui annonçaient les matchs. Tout le temps. Dans les boulangeries, il y avait des haut-parleurs? Non, des brochures. Et le stade, on arrivait à remplir le stade. Et les clubs, à l'époque, il n'y avait même pas, parfois, il n'y avait pas le courant. J'arrivais à jouer pour que le courant, j'amène avec les groupes, etc., pour qu'on mette, négocier parfois avec Eneo, on mette la sono, ainsi de suite. Et les gens venaient. Les gens venaient. Le stade vibrait. Et les équipes avaient des recettes qui pouvaient les aider. Donc, autrement dit, il y a une économie. Si on a le discours qu'il faut, si on est crédible, il y a un tissu économique qui peut suivre. Et les choses qu'on doit négocier avec la tutelle, justement, c'est des subventions pour soutenir le football. Parce que pour soutenir les subventions, pas seulement l'équipe nationale, mais par exemple une politique nationale, on peut fixer des objectifs ensemble. Ils aident les finances, ils accompagnent, ils contrôlent. Et je pense que c'est parce que c'est une mission régalienne. Absolument. Donc voilà les collaborations qu'il faut, mais pas forcément se battre au niveau de l'équipe nationale. Et ça, c'est pour l'avenir. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Il y a une économie. Aujourd'hui, par exemple, qu'un club camerounais ne peut compétir au niveau africain, parce que tous les clubs sont sous-financés. Ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas rivaliser contre les clubs angolais. Ils ne peuvent pas rivaliser contre les clubs congolais. Ils ne peuvent pas rivaliser contre les clubs du Maghreb. Ça, c'est la réalité. Ce sont des réflexions qui doivent être faites. Allez, même pas 2 tours. Tout le monde est dehors. Donc, ce sont des réflexions profondes. Mais pour le moment, on est dans d'autres enjeux. Mais ça me fait mal. Du moins, tout le mal qu'on souhaite à notre football, c'est de produire de nouveaux talents, produire de beaux jeux, ramener le public au stade, bref, retrouver son ambiance et son efficacité d'antan pour mieux exploiter son potentiel, en d'autres mots. Oui. Vous me donnez l'impression d'être dans le désespoir, dans le... Non, bon, disons que je veux les raisons d'espérer. Je les cherche. Je les cherche. Et parfois même, c'est... je dirais, j'ai les bras liés. Les bras liés parce que parfois, les acteurs sont des gens pour lesquels j'ai l'affection. Ce sont des collègues ou des jeunes collègues. Il ne m'appartient pas de me mettre à la place du marché pour les tirer dessus. J'attends... Par contre, j'espère. J'espère. Eugène Ekeke, merci infiniment. C'était un plaisir. Pour cet échange riche. J'avoue que j'en ai appris en termes de décryptage, surtout de notre jeu. Et j'ai mieux apprécié encore
la beauté du foot qu'ils nous ont produit lors de ces 2 derniers matchs. Merci à vous à la maison également d'avoir regardé cette autre édition d'Entretien avec Eugène Ekeke. On décryptait la marque Brice. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.